Bonjour à toutes et à tous. Je suis Ercilia Ruggero, je suis cardio-anesthésiste et cardio-réanimatrice. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons aborder deux sujets très importants pour l'évaluation et la réanimation de patients pédiatriques critiques. Dans un premier temps, nous verrons l'algorithme standardisé ABCDE qui permet de réaliser une évaluation primaire complète de patiente. Et ensuite, je vous présenterai les différents algorithmes de prise en charge de l'arrêt cardiaque. Donc, la méthode ABCDE est essentielle chez l'enfant en état critique car elle permet une approche systématique, rapide et prioritaire des fonctions vitales. C'est l'une des outils les plus largement reconnus pour l'évaluation rapide des patients, car elle permet d'identifier précocement les situations mettant en jeu les pronostics vitaux et elle fournit une méthode structurée qui privilégie la prise en charge des problèmes avant de passer à l'étape suivante, garantissant ainsi la mise en œuvre d'interventions critiques en temps opportun. Chez l'enfant, on le sait, les conditions peuvent se détériorer très rapidement et certains signes de gravité peuvent être moins évidents que chez l'adulte. Et du coup, ces méthodes aident à rien négliger, à hiérarchiser les interventions et à agir sans délai. Elles favorisent également une communication claire au sein des équipes médicales et assurent une prise en charge standardisée, ce qui va améliorer la sécurité et les pronostics de nos patients. C'est pour cette raison que les principales sociétés internationales de réanimation ont standardisé son utilisation et elle est utilisée dans de plus en plus de pays. Elle devient progressivement universelle et elle est devenue incertaine, appliquée aussi bien par les médecins que les sécuristes ou les ambulancières aussi. De plus, ces dernières années, plusieurs études ont été publiées sur cette méthode en évaluant son application et son niveau de connaissance parmi les personnels de santé. Maintenant, nous allons analyser ensemble cette méthode point par point en commençant par la lettre A, Airways. L'évaluation des voies aériennes chez l'enfant critique consiste à évaluer rapidement si les voies respiratoires sont libres et fonctionnelles. On peut utiliser la méthode je regarde, j'écoute et je sens. Je regarde, ça veut dire j'observe les mouvements thoraciques, la présence des tirages, la symétrie de la respiration et d'éventuels signes d'obstruction, comme les tirages intercostaux, les battements des ailes du nez ou l'utilisation des muscles accessoires. J'écoute, ça veut dire que je me place près de la bouche du nez de l'enfant pour entendre les bruits respiratoires comme les stridors, les ronflements ou les silences respiratoires qui peuvent indiquer une obstruction grave. Enfin, je sens, ça veut dire que je vérifie la sortie de l'air en approchant ma joue au moment pour percevoir les flux d'air expiré. Cette approche permet de détecter rapidement une obstruction des voies aériennes qui a une urgence vitale et d'intervenir sans délai pour assurer une ventilation efficace. L'approche breathing chez l'enfant critique consiste à évaluer la respiration dans sa globalité afin de détecter rapidement toute insuffisance respiratoire. On commence par évaluer la fréquence respiratoire en comparant aux valeurs normales pour l'âge de l'enfant. Une tachypnée ou une bradypnée peut être un signe de détresse respiratoire. On évalue ensuite les travails respiratoires, ça veut dire la présence des signes tels que les tirages intercostaux, sous-sternaux ou sous-costaux, les battements des ailes du nez, le balancement thoraco-abdominal ou encore l'utilisation des muscles accessoires, ça va indiquer une difficulté à respirer. Les volumes courants est apprécié par l'observation de l'expansion thoracique et confirmé par l'auscultation pulmonaire, qui permet de vérifier la qualité et la symétrie des bruits respiratoires, ainsi que la présence éventuelle de bruits anormaux, comme sibilance, les râles et la diminution du murmure vésiculaire. Enfin, on va évaluer l'oxygénation à l'aide de la saturation en oxygène et par la recherche des signes cliniques comme la cyanose. Cette évaluation globale permet de détecter précocement une défaillance respiratoire et d'adapter rapidement la prise en charge comme l'administration d'oxygène ou l'assistance respiratoire à l'aide d'un masque à oxygène ou d'un ballon autoremplisseur jusqu'à, dans les cas les plus critiques, à l'intubation.
Étape C dans la méthode ABCDE, c'est circulation. Chez l'enfant critique, vise à évaluer rapidement l'état hémodynamique et la perfusion tissulaire à travers les 5 P. On commence par les poules et la fréquence cardiaque. On évalue la fréquence, tachycardie ou bradycardie, et la qualité de pouls, qui peuvent indiquer une altération circulatoire. On examine ensuite la perfusion périphérique. On vérifie les temps de remplissage capillaire, normalement supérieurs à 2 secondes, ainsi que la présence des pâleurs ou des marbrures cutanées, signe de mauvaise perfusion tissulaire. On évalue également l'amplitude des poules, qui peut être faible en cas de choc ou au contraire bien perçue selon l'état circulatoire. La pression artérielle est mesurée, mais il est important de rappeler qu'une hypotension est souvent un signe tardif chez l'enfant en état de choc. Enfin, on recherche les signes de précharge cardiaque ou surcharge circulatoire, tels que le turgescence des veines jugulaires, une hépatomégalie ou des signes d'édème qui peuvent orienter vers une insuffisance cardiaque. Cette évaluation permet d'identifier rapidement un état de choc et d'orienter la prise en charge thérapeutique de manière urgente, comme l'administration des bolus de cristalloïdes pour les remplissages volémiques. Les recommandations disent qu'il faut administrer 10 ml par kilogramme, puis on réévalue les 5 P afin de rechercher l'éventuelle apparition des signes de surcharge ou précharge cardiaque après les remplissages, ou encore l'utilisation de médicaments inotropes en débit continu comme l'adrénaline ou des vasopresseurs tels que la noradrénaline ou la vasopressine. L'approche Disability consiste à évaluer rapidement l'état neurologique et à rechercher des causes réversibles d'altération de la conscience. On utilise les scores AVPU en pédiatrie. 1, c'est pour alerte, l'enfant est éveillé et réactif. V, voice, il y a une réponse à la stimulation verbale. P, pain, il y a une réponse à la stimulation douloureuse. Et enfin U, unresponsive, absence de réponse. Après, on va évaluer les pupilles, leur taille, leur symétrie, leur réactivité à la lumière. Des pupilles dilatées, par exemple, asymétriques ou pas réactives, peuvent indiquer une atteinte neurologique grave comme une hypertension intracrânienne ou une souffrance cérébrale. Enfin, on vérifie également la glycémie capillaire, car une hypoglycémie peut entraîner une altération de l'état de conscience, pouvant aller jusqu'au coma. Elle doit être corrigée très rapidement. Enfin, exposure chez l'enfant critique consiste à examiner complètement le patient afin d'identifier les signes cliniques importants tout en respectant sa dignité et en prévenant l'hypothermie. Il est nécessaire de déshabiller partiellement ou totalement l'enfant pour rechercher des signes de traumatisme, plaies, déformations, hémorragie qui pourraient ne pas être visibles autrement. On va évaluer également la température corporelle, très important chez l'enfant, afin de détecter une fièvre ou au contraire une hypothermie, tous deux pouvant orienter la diagnostic. Et aussi l'examen de la peau, très important, permet de repérer d'éventuelles éruptions cutanées qui peuvent être les signes d'une infection ou d'une maladie systémique. Tout au long de cette étape, il est essentiel de respecter l'intimité de l'enfant en les couvrant dès que possible et en limitant l'exposition au strict nécessaire. Cette approche permet de compléter l'évaluation globale et de ne passer pas à côté des signes cliniques essentiels masqués par exemple par les vêtements ou autres couvertures. En conclusion, nous pouvons affirmer que la méthode ABCDE est dynamique et répétitive. Toute anomalie identifiée doit être traitée immédiatement avant de passer à l'étape suivante. Et de plus, après toute intervention thérapeutique, par exemple des dégagements des voies aériennes, l'administration d'oxygène ou des bolus de cristalloïdes, l'évaluation ABCDE doit être reprise depuis les débuts afin d'identifier d'éventuelles modifications ou améliorations de l'état clinique de notre patiente. L'analyse attentive du patient critique selon cette approche peut permettre d'identifier rapidement des situations graves telles que l'arrêt cardiaque.
Il est donc essentiel de les reconnaître sans délai chez l'enfant et de maîtriser les algorithmes de réanimation adaptés au rythme sous-jacent afin de favoriser un retour rapide à une circulation efficace. Donc maintenant, on va examiner ensemble les algorithmes de prise en charge de l'arrêt cardiaque. Tout d'abord, comme on a remarqué, il est essentiel de reconnaître rapidement l'enfant en arrêt cardiaque. Pour cela, les recommandations indiquent que nous disposons de jusqu'à 10 secondes pour vérifier si, après une stimulation douloureuse, l'enfant bouge, tousse ou respire. Si ce n'est pas le cas, nous considérons que l'enfant est en arrêt cardiaque et dans ce cas, il faut immédiatement alerter les secours, par exemple les numéros des urgences, et demander un défibrillateur. Après, comme les patients ne respirent pas normalement ou présentent un gasping, il est nécessaire d'ouvrir les voies aériennes. Pour cela, chez l'enfant de plus d'un an, on utilise la technique d'inclination de la tête avec le soulèvement du menton ou la subluxation de la mandibule, surtout en cas de suspicion de traumatisme. Chez les enfants de moins d'un an, la tête doit être maintenue en position neutre pour ouvrir les voies aériennes. Après avoir effectué ces 3 premières actions essentielles, nous pouvons rapidement commencer la réanimation cardiopulmonaire. En pédiatrie, il est essentiel de commencer par 5 insufflations de secours, car la principale cause d'arrêt cardiaque chez l'enfant est l'hypoxie. Ainsi, la priorité est donnée aux ventilations. En milieu hospitalier, celles-ci peuvent être réalisées à l'aide d'un masque et d'un ballon autoremplisseur avec d'administration d'oxygène. Cela constitue une différence très importante par rapport à la réanimation chez l'adulte, où l'on débute généralement par les compressions thoraciques. Après les 5 insufflations de secours, il faut effectuer les compressions thoraciques et afin que les compressions soient réalisées correctement et soient aussi efficaces que possible, il faut respecter certaines précautions. La première, c'est la fréquence. Elle doit être de 100 à 120 par minute avec une profondeur correspondante à environ un tiers du diamètre antérieur-postérieur du thorax. Les compressions sont réalisées sur la moitié inférieure du sternum en suivant son axe longitudinal, comme on peut voir par les figures ici. La pression doit être exercée uniquement avec la paume de la main, les bras restant tendus et le personnel soignant doit utiliser les poids de son propre corps pour assurer une efficacité optimale. Après chaque compression, il est très important de relâcher complètement la pression afin de permettre au corps de se remplir à nouveau, tout en maintenant le main en place sur la paroi thoracique, prête pour la compression suivante. Chez les nourrissons, ça change un peu parce que la technique à 2 pouces est la technique recommandée. Elle consiste à placer les 2 pouces côte à côte sur la moitié inférieure du sternum. Si les nourrissons est très petite, les pouces peuvent être superposés. Les mains entourent alors les thorax, ce qui permet de soutenir efficacement les dos pendant la compression. La ratio recommandée est de 15 compressions par 2 insufflations. Puisque nous sommes en milieu sanitaire, il est important que dès les débuts des manœuvres de secours, quelqu'un commence à noter les temps de l'arrêt cardiaque et à mettre en place un cathéter veineux périphérique. Parfois, chez les patients en arrêt cardiaque, il est très difficile de poser un voie veineuse périphérique et du coup, les recommandations indiquent qu'après plus de 5 minutes sans réussir à obtenir un accès veineux périphérique, si disponible, on peut procéder à la mise en place d'un accès intra-osseux. Ce dernier est très utile, équivalent à un cathéter veineux central. On peut administrer rapidement des médicaments et des produits sanguins et avec les précautions nécessaires, on peut aussi réaliser des prélèvements. L'important est qu'il soit posé par personnel expert connaissant les indications, les contre-indications et la technique de mise en place. Dès que le défibrillateur est disponible, il faut analyser les rythmes. Les rythmes d'un arrêt cardiaque peuvent être choquables ou non choquables.
et les algorithmes de prise en charge sont différents en fonction du type de rythme. Pour ça, il est essentiel de bien le identifier. Chez l'enfant, les rythmes d'arrêt cardiaque les plus fréquents sont les rythmes non choquables, car ils sont souvent secondaires à une hypoxie. Parmi ceux-ci, on retrouve l'activité électrique sans pouls, où nous pourrons observer une activité électrique au moniteur, mais cela ne correspond pas à un pouls central. On retrouve la systolie, ce qui correspondrait à une absence totale d'activité électrique cardiaque, et au moniteur, nous observons une ligne plate. On inclut également dans cette catégorie la bradycardie sévère, qui chez les patients pédiatriques qui est inconstante correspond à une fréquence cardiaque inférieure à 60 battements par minute. Elle doit être traitée comme un rythme d'arrêt cardiaque, car bien qu'il s'agisse d'un rythme où l'on peut encore trouver un pouls faible, elle va évoluer inévitablement vers un arrêt cardiaque si elle n'est pas traitée rapidement. Il existe ensuite les rythmes choquables, qui sont la tachycardie ventriculaire sans pouls, que nous voyons ici représenté comme un rythme complexe large, et la fibrillation ventriculaire, comme on la peut voir ici, un rythme chaotique et non organisé. Nous allons maintenant examiner l'algorithme de prise en charge des rythmes choquables. Cet algorithme repose tout d'abord sur l'administration d'un choc électrique à 4 joules par kilo. Il est essentiel de positionner correctement les électrodes du défibrillateur. Selon les dernières recommandations européennes, chez l'enfant de moins de 25 kg, elles sont placées en position antério-postérieure, tandis que chez l'enfant de plus de 25 kg, on utilise un positionnement antérolatéral, comme on peut voir sur la figure ici à droite. Il est également très important de s'assurer que personne ne touche pas les patients au moment de la délivrance du choc et d'éloigner toute source d'oxygène. Immédiatement après le premier choc, il faut reprendre sans délai la réanimation cardiopulmonaire, comme a vu tout à l'heure, avec 15 compressions thoraciques et 2 insufflations pendant 2 minutes avant de réévaluer les rythmes. Après le troisième choc, il faut administrer de l'adrénaline à la dose de 10 microgrammes par kilo, toutes les 3 à 5 minutes. Et toujours après le troisième choc, il faut administrer une antiarythmique, en particulier de l'amiodarone, à la dose de 5 mg par kilo. La lidocaïne peut être utilisée aussi comme alternative. Par la suite, la prise en charge repose sur une alternance entre choc électrique, 2 minutes de réanimation et analyse du rythme. En parallèle, il faut poursuivre l'administration d'adrénaline tous les 3 à 5 minutes et envisager une dose supplémentaire d'amiodarone après le 5e choc. En ce qui concerne les rythmes non choquables, la prise en charge débute par la mise en route immédiate de la réanimation cardiopulmonaire, compression et insufflation, qui doit être poursuivie pendant 2 minutes. L'adrénaline doit être administrée dès que possible, puis répétée tous les 3 à 5 minutes à la même dose de 10 microgrammes par kilo. Les rythmes cardiaques doivent être réévalués tous les 2 minutes afin d'adapter la prise en charge, parce qu'il est essentiel de vérifier régulièrement si les rythmes évoluent vers un rythme choquable, ce qui modifierait alors la stratégie thérapeutique. Étant donné que nous sommes en situation d'urgence et qu'il est nécessaire de simplifier au maximum, voici une méthode intuitive et facile pour diluer et administrer l'adrénaline en fonction du poids. On prend une ampoule de 1 mg d'adrénaline que l'on dilue jusqu'à 10 ml avec 9 ml de solution physiologique. On administre ensuite 1 ml de cette solution-là pour chaque tranche de 10 kg de poids corporel de l'enfant. En ce qui concerne l'intubation de patients critiques, elle est recommandée uniquement entre les mains de personnel capable de la réaliser. Sinon, il est possible de poursuivre l'assistance respiratoire au ballon et au masque.
Pendant la réalisation de la réanimation, il est essentiel de toujours penser aux causes réversibles de l'arrêt cardiaque, car leur traitement peut permettre le retour à un rythme spontané efficace. On peut mémoriser les causes réversibles grâce aux moyennes mnémotechniques des 4H et 4T. En commençant par les 4H, il faut toujours rappeler que chez les patients pédiatriques, la cause la plus fréquente d'arrêt cardiaque est l'hypoxie, souvent secondaire à des difficultés respiratoires comme une obstruction par corps étranger ou encore un broncho-laryngospasme. Parmi les 4H, on retrouve notamment l'hypothermie, particulièrement important chez les nouveau-nés qui présentent une thermorégulation immature et sont donc plus à risque de développer rapidement une hypothermie. On retrouve également les troubles métaboliques, en particulier l'hypocalémie, l'hypercalémie et l'acidose. Dans ces contextes, il est très utile de réaliser une hémogasanalyse ou une glycémie pour évaluer aussi une éventuelle hypoglycémie. Enfin, l'hypovolémie doit être évoquée par exemple en cas de vomissement ou de diarrhée abondante ou encore d'hémorragie. Parmi les 4T, il faut penser aux toxiques, notamment en cas d'indigestion accidentelle ou non contrôlée des substances ou de médicaments. Les pneumothorax est également une cause à ne pas négliger, tout comme les tamponnades cardiaques, en particulier dans les contextes post-opératoires des cardiochirurgies. Et enfin, la thrombose pulmonaire ou cardiaque, plus rare chez les enfants. Pour conclure, voici les points clés de la réanimation cardiopulmonaire. C'est très important de reconnaître l'arrêt cardio-respiratoire qu'on a en absence de réponse, en absence de respiration normale ou en gasping et en absence d'épaule centrale. Il faut alerter immédiatement les secours et demander un défibrillateur. Il faut débuter rapidement les compressions thoraciques et effectuer des compressions qui soient efficaces. Il faut limiter les interruptions des compressions. Et très important sont enfin les soins avancés, comme poser un DVP, donner le médicament comme l'adrénaline ou des chocs électriques et la gestion des voies aériennes. Et il faut toujours rappeler que l'objectif principal est de maintenir la perfusion des organes vitaux et avec ça augmenter les chances de retour en circulation spontanée. Une dernière slide pour vous montrer comme la littérature scientifique internationale souligne de manière unanime que la réanimation cardiopulmonaire de haute qualité est le principal facteur déterminant de la survie en cas d'arrêt cardiaque. Les études montrent qu'une exécution correcte augmente significativement le retour à une circulation spontanée ainsi que la survie à la sortie de l'hôpital. Et grâce à cela, nous pouvons réellement faire la différence dans les pronostics de nos patientes. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre attention et votre temps. Je reste à disposition pour curiosité ou des questions à mon adresse email.